Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Vous qui plongez parfois dans ces univers virtuels immersifs où dans les prés on retrouve de beaux petits moutons électriques. Votre hôte Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Bienvenue à IA Café, votre enquête sur les enjeux éthiques et sociaux en intelligence artificielle. Dans cet épisode, on referme le métavers avant qu'il ne gobe tout et emporte tout. Hein, on dirait un scénario du MCU. On avait prévu trois épisodes sur le sujet. C'est notre troisième. Donc, épisode 1, c'était l'épisode 31 pour vous. Pensez le métavers. Vous avez été nombreux à télécharger tout ça et écouter nos discussions. Claude et Sylvain m'avaient accompagné. Un travail de fond, définition, des exemples concrets appliqués, identification des différentes parties prenantes, les acteurs, la place de l'AI dans le métavers, les principales craintes, promesses du métavers. Donc, ce sont des thèmes qu'on a abordés dès le début. On va les réaborder aujourd'hui avec deux autres collaborateurs. Donc, on va revenir sur ces sujets. Épisode 2 de notre triptyque métaverse, entrevue avec Harold Dumur. Donc, Harold, un expert métavers et AI. Superbe rencontre avec un jeune homme vraiment tripant, vraiment très énergique. C'était vraiment le fun, la discussion que nous avons eue ensemble. On a abordé des défis techniques, mais aussi des défis économiques. Donc, les alliances avec les GAFAM. Donc, lui avait déjà des relations avec Facebook et tout ça. Puis la prédation aussi de certains de ces grands GAFAM de ce monde qui, eux aussi, veulent tout gober. On a vu avec lui les enjeux éthiques et sociaux, mais vu de l'intérieur, explorer les rêves et ambitions d'un futur, d'un entrepreneur déjà, puis une projection dans le futur qui donne le vertige. J'y reviendrai un peu plus tard. Et beaucoup de réactions des auditeurs aussi. D'ailleurs, plusieurs gestionnaires de start-up là, du métavers veulent eux aussi passer au micro. Là. C'est la beauté de la chose, mais honnêtement, je ne suis pas convaincu qu'on va faire une année de métavers avec des entrepreneurs en tout respect, mais c'était intéressant de voir là, qu'on parle du métavers, puis là, tout à coup, c'est un autre groupe là, sur les réseaux sociaux qui y répondent. On verra là, peut-être on verra si le métavers a assez de souffle pour faire d'autres épisodes. Et épisode 3 aujourd'hui, donc on conclut notre triptyque retour sur l'entrevue d'Harold Dumur et sur le métavers, retour sur les thèmes qu'on a explorés avec lui, puis retour sur notre compréhension débutante du métavers et de ses enjeux. Et cette semaine, pour m'accompagner, pour conclure nos premières réflexions sur le métavers et de ce premier donc, tour de piste, pour m'accompagner, le premier avec moi, David Beauchemin est là. Comment ça va, David? Ça va bien, toi? Très bien. Je sais que le métavers, c'est pas le thème qui te passionne le plus, mais j'avais besoin de toi pour explorer. On va y revenir peut-être un peu plus tard, là, mais j'ai essayé avec Harold d'explorer le rôle de l'intelligence artificielle dans la conception de ce métavers. Parce que là, on le voit, là, l'intelligence artificielle, c'est partout, c'est tendance, c'est là. Puis, honnêtement, là, après ma discussion avec Harold, je suis quand même resté sur ma faim. Là. J'ai de la difficulté encore à voir pourquoi on associe aussi naturellement intelligence artificielle puis métavers. C'est quoi le rôle de la machine dans la création de ce métavers-là. Donc, j'ai bien l'intention d'en discuter avec toi. Es-tu prêt pour avoir une rafale de questions à ce sujet-là? Ouais, mais c'est sûr, comme on a discuté en dehors des micros, moi, c'est surtout, je manque de temps dans la vie aussi pour lire tous les sujets qui pourraient être intéressants. Fait que j'ai malheureusement pas pris le temps de lire sur ce sujet-là parce que j'ai beaucoup d'autres lectures à faire qui sont plus passionnantes que qu'est-ce qui est proposé par ça ou d'autres choses qu'on m'a parlé aussi comme le Web 3 que
Alors, effectivement, vraiment intéressant, mais à part lire des titres, des grands titres, j'ai pas vraiment plus de temps consacré à ce genre de buzz technologique-là actuellement. Ouais, t'es déjà assez dans un gros buzz technologique avec l'intelligence artificielle. Si en plus, tu ajoutes le métavers, ça devient assez riche. Moi aussi, je me suis senti un peu, pas dépassé, là, mais overwhelmed. C'est un peu ça. Par ce nouveau thème-là. Là. S'il y avait un buzz puis une bulle autour de l'AI, celui autour du métavers, là, c'est aussi quelque chose. Le deuxième en studio, avec moi, Frédéric Plamondon est là. Comment ça va, Fred? Salut, ça va bien? Conférence, projet, congrès, qu'est-ce qui se passe avec toi? Un peu de tout ça. Le séminaire avec l'Université de Santiago du Chili sur l'éthique de l'intelligence artificielle au mois d'avril. Rédaction de Tu vas-tu aller là-bas? thèse. Non, je ne vais pas là-bas. On va faire ça à distance, mais peut-être pas dans le métavers. Parce que, en fait, je pense qu'on est juste pas dans le bon groupe d'âge pour le métavers. Ah, peut-être, hein? Il y a peut-être quelque chose Il y a peut-être quelque chose là. Ouais. de cet ordre-là. Donc, une conférence au Chili à distance. C'est un peu triste, les conférences pour les académiques en ce moment. Là. Ça fait partie des espèces de privilèges non dits que les académiques peuvent aller dans toutes sortes de congrès. Oui, exotique un peu, mettons. Ouais, un Zoom, là, puis des fois, on dirait que les conférenciers le savent, là, que, tu sais, ça devient un peu triste. Tu sors d'un Zoom, puis là, tu vas à une conférence, puis c'est exactement le même format. C'est quelqu'un qui parle. Mm-hmm. Bon, fait que c'est ça. On s'ennuie un peu du glamour. Ben ouais, en fait, ce que ça remet en question, c'est toute, je dirais, la culture universitaire académique qui est remise en question, mais c'est pas la fin de ces activités-là, c'est juste La forme, en la tout cas. forme qui va changer, ouais, c'est ça. Définitivement. C'est-tu la meilleure méthode de faire de la communication scientifique, de faire une conférence? Ouais, Exact. c'est tellement n'existe pas cher, d'autre. ça te prend du temps. L'avion, les coûts environnementaux, les coûts sociaux, c'est de l'argent public. C'est Mhm. tout qu'un modèle là, qui, peut-être que ça va être le coup de barre là, pour revoir ça un peu. Là. Ben oui, c'est ça. Puis c'est souvent dit, en fait, que c'est un modèle qui est très critiqué par plusieurs critiques qui profitent vraiment beaucoup de ce modèle-là. Ce qui fait que, voilà. Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'on modifie nos comportements là-dessus. Là. Mais c'est pour un autre podcast. Ce sera pour un autre podcast. Belle transition. Belle transition, Fred. Je vais prendre la passe sur la palette que tu viens de me faire. Sujet principal aujourd'hui, j'aimerais revenir avec vous sur l'entrevue d'Harold Dumur, puis les thèmes que nous avons déjà abordés dans ce triptyque sur le métavers. Harold Dumur, belle entrevue, donc un entrepreneur. Pour ceux qui ont écouté l'épisode, là, enthousiaste. C'est peu dire. Donc, un enthousiasme contagieux. Moi, à la fin, j'avais quasiment envie de m'acheter un casque VR juste pour tester la chose. Je ne l'ai pas encore fait. J'ai toujours douté de la pertinence et de la valeur de ça, mais là, j'avais quasiment le goût. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette entrevue? Commençons peut-être par Fred. Ben, l'enthousiasme, d'abord, je l'avais noté, en fait. C'est une des choses qui était là que je peux comprendre, mais que je ne partage pas tout à fait. Puis que c'est. En fait, d'un point de vue de gamer, tu as quelqu'un qui aime ça jouer à des jeux vidéo, j'ai hâte de l'essayer. Surtout avec les nouveaux casques qui s'en viennent avec des caméras qui pointent vers l'extérieur puis qui promettent de pouvoir, si on veut, mélanger le monde virtuel avec le monde réel. Par exemple, de faire apparaître le tableau ou le bureau qui existe dans l'espace réel, dans le métavers, pour s'assurer que les gens se déplacent là, en tenant compte de l'environnement physique réel. Ce genre de choses-là, mais ça m'intéresse pour le tester, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Là-dessus, mon petit côté gadget est appelé puis il a envie de le tester. Ça, c'est l'évidence. En même temps, je ne suis pas convaincu qu'on a un réel besoin de passer dans quelque chose d'aussi généralisé qu'un métavers qui n'est pas si méta que ça. Hein. Ce qui fait que ce qui m'intéressait dans son enthousiasme, c'est certaines dimensions. Il l'a comparé, par exemple, à l'évolution des dauphins. Fait qu'il y aurait quelque chose de presque évolutionniste dans sa façon de le comprendre. C'est vrai qu'il a pris cet ouais, exemple-là. c'est ça, qu'on va évoluer vers une autre forme de conscience, qui est une conscience 3D. Mais je me suis amusé à établir une espèce de roadmap qui nous permettrait d'aller jusque-là. Ça veut dire qu'il faudrait d'abord supprimer un petit peu ou atténuer le feeling de gravité, si on veut. Il faudrait littéralement oublier qu'on est situé. Bref, il y a plein d'éléments là-dedans qui me semblent un peu
lointain, je vais dire ça comme ça. Là. Puis pour lequel je pense que l'enthousiasme est moins justifié. Tu sais, dans la pub que Zuckerberg faisait du Meta, on voit en même temps une espèce de copie un peu weird de Zuckerberg qui est vraiment cringe, là, dans une espèce d'environnement. Tu veux-tu vraiment aller jaser avec ce gars-là dans cet univers-là? Pas tant que ça, tu sais. Puis après ça, tout après, il y a des gens qui jouent aux échecs en mode virtuel dans le monde réel, mais le passage entre les deux, dans la publicité, se fait naturellement, mais dans la réalité, avec les moyens techniques qu'on a là, je suis pas convaincu qu'on a tout envie de gesticuler dans un parc avec des manettes haptiques puis un casque virtuel pendant que les gens s'amusent à prendre des photos de nous autres et à mettre ça sur YouTube. T'sais. En tout cas, c'est ça. Oui, il y a vraiment... c'est ça, là, tu le sens dans le discours, il y a une perte. C'est comme si le métavers, la critique, c'est aussi la perte de contact avec la réalité. Puis on dirait que les concepteurs ont déjà perdu un peu ce contact-là avec la réalité. Je suis pas sûr que les gens vont se garrocher nécessairement dans ce genre de technologie-là du jour au lendemain. C'est pour ça que je parlais du groupe d'âge. Peut-être que tu penses que les millennials seraient plus de « let's go, on s'en va dans le métavers, on veut un Oasis comme dans Ready Player One ». Ben peut-être, je sais pas, là, mais je pense qu'il y a des enjeux peut-être culturels aussi par rapport à ça. Moi, je suis clairement pas la clientèle visée par le métavers. Là. Ben, c'est peut-être ça. C'est peut-être comme une pub qui te cible pas, puis tu la regardes, tu te dis, voyons, c'est bien. Oui, c'est ça. Ce qui est une bonne chose parce que je pense qu'il ne sera pas prêt avant quelques années, fait qu'aussi bien préparer. Oui, ça va nous donner le temps de devenir techno-enthousiaste. C'est ça. Comme tout le monde. Moi, à la fin de l'entrevue avec Harold, c'était intéressant aussi. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de son entrevue, je lui ai demandé sa prédiction dans 30 ans, puis c'était quelque chose. Là. C'était quelque chose. Là. C'était. Donc, pour lui, le métavers, dans 30 ans, c'est installé, ça fait partie de nos vies. 30 ans, là, ça passe vite. Décentralisation des processeurs graphiques. Ça, c'est intéressant, cette idée-là. Je pense qu'elle est là, la 5G, éventuellement la 8G, là, je ne sais pas à quel 9.8G, pour faire une allégorie scientifique. Des lunettes, des lunettes, si on le voit, on voit le casque qui deviendrait lunettes, qui deviendrait lentilles. Qui ne sont que des écrans parce que le processeur il n'est plus dans la lunette, il est ailleurs. Puis l'information circule là, via, je sais pas, Bluetooth ou Wi-Fi, là, mais à des vitesses incroyables. Donc ça, technologiquement, il y a quelque chose qui me semble possible. En tout cas, dans 30 ans, pourquoi pas. Des lunettes d'accès au métavers par la pensée. Ça, il y avait cette idée-là qui est là un peu avec... Elon Musk. Puis comment ça s'appelle? Neuralink. Donc, tout à coup, qu'on peut se brancher directement sur le cerveau. Puis, à un moment donné, il parlait des idées, qu'on pourrait détecter les idées qu'on veut laisser passer, puis les idées qu'on peut... Bon, c'est ça. Puis, une économie parallèle, une sorte de... Non, sa description, c'était une sorte de métavers, là, mais plus pimpé par Elon Musk que par Facebook puis Zuckerberg. Donc, c'était quelque chose. Mais en même temps, moi, ça m'inspire quand même parce que c'est toujours... on dirait que ces entrepreneurs-là sont quand même... c'est la force, je dirais, des rêves. Claude d'ailleurs, après notre dernière discussion qu'on avait eue à l'épisode 1, il nous parlait des entrepreneurs, de l'importance des entrepreneurs. Puis, il y avait cette analogie-là avec l'Everest. Là. Il disait, pour atteindre l'Everest, il faut d'abord que tu rêves au sommet de l'Everest. Puis, ça donne sens éventuellement à tous les petits pas que tu as à faire pour atteindre l'Everest. Puis, je trouvais que ça ressemblait un petit peu à ça, le discours de certains entrepreneurs. Certains ne se rendront pas à l'Everest, mais ça donne sens à chacun de leurs petits pas où on essaie d'atteindre quelque chose qui est peut-être plus élevé. En tout cas, dans le cas du métavers, ça semble quasiment plus élevé que l'Everest. Puis le chemin à parcourir me semble assez important. C'est une belle transition. J'avais de quoi à dire là-dessus, mais vas-y, David. Ça me fait penser, tantôt ce qu'on a discuté, la réalité. Puis là, on parle beaucoup, je pense, de Neuralink, entre autres, qui est comme l'objectif un peu de créer une espèce d'humeur augmentée par un processus d'information qui est beaucoup plus rapide qu'est l'Internet, finalement, qu'on humain n'est pas capable de processer à une vitesse aussi grande que qu'est-ce qui génère l'information. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de très charmant là-dedans parce qu'on aurait comme une forme d'humain cyborg à un niveau supérieur, mais pas avec des appareils mécaniques comme un œil mécanique, mais plutôt comme
une capacité de traitement d'information qui est augmentée, c'est sûr que ça, il y a quelque chose d'extrêmement charmant parce que on est constamment dans cette espèce d'amélioration de vitesse fulgurante d'ingérer de l'information et de créer de l'information. On est dans cette ère-là, l'ère de l'information. Fait que je pense que c'est peut-être... Est-ce que c'est vraiment une solution à un problème ou c'est juste comme une espèce de réponse à une situation de dire comme hey, on génère trop d'informations, que ça se faire, on va juste se booster, tu sais, comme cette espèce de classique approche humaine-là, tu sais, de toujours aller vers plus haut, là. Mais je serais vraiment curieux de voir cette espèce de, qu'on parle souvent, cette espèce de, c'est quoi la réalité? La réalité, est-ce que c'est seulement la réalité physique dans laquelle je me trouve ou c'est aussi la réalité que je vis de manière numérique, comme par exemple Instagram, Facebook, YouTube, que j'ai une identité là-dessus qui pour moi, je me projette à travers ça et elle me représente. Mais est-ce qu'elle a vraiment un fondement à l'intérieur de moi qu'elle finit par prendre forme ou elle est purement numérique puis je dois m'en détacher? Oui, c'est ça. Cette fracture-là est fausse. Là. C'est-à-dire que quand tu as une expérience dans un univers virtuel, si tu joues à des jeux vidéo, tu as du vrai fun. Là, je veux dire, avec du monde que tu aimes. Si quelqu'un te... Si tu es une joueuse, tu es une fille, tu joues à des jeux vidéo, tu te fais boulier ou harceler, ça va être virtuel. L'expérience est réelle, puis ça te transforme réellement. Donc, cette frontière-là... J'ai l'impression que c'est souvent des personnes, comme tu dis, on a parlé de génération, mais j'ai l'impression que les plus jeunes générations, comme c'est beaucoup plus ancré dans nous, pour nous, le virtuel est une forme de physique. D'une certaine façon, pour moi, j'ai des relations qui sont virtuelles, qui sont aussi importantes que des relations physiques. Mais pour certaines autres catégories, comme d'autres strates de la société, finalement, dépendant de l'âge, que ça, pour eux autres, c'est une aberration, puis ça ne peut pas exister, ce genre de forme-là de relation numérique qui pourrait exister. Je ne sais pas si c'est temporel, finalement, à quel point tu as eu, ou culturel, ou à quel moment ça s'installe, finalement, dans l'individu, cette adoption-là, de dire le numérique, pour moi, c'est rendu ça. Puis je pense que, comme tu as dit, c'est ça qui va... C'est probablement dans cette clientèle, les cibles-là aussi, c'est les gens qui vont finir par dire ma vie va être beaucoup plus numérique parce que je vais la vivre à travers un outil comme le métavers qui va me permettre d'avoir des relations qui sont transfrontalières puis tout ça, ça va chercher quand même des fondements intéressants. Reste après ça, l'application, qu'est-ce que ça va donner, puis c'est-tu vraiment sexy comme tu parles, vous avez parlé d'être là dans un parc puis jouer avec des trucs, c'est peut-être pas que c'est plus sexy, mais se présenter dans un beau vidéo publicitaire, ça a toujours l'air le fun, mais en réalité, maybe c'est une autre affaire. Oui, c'est vrai. Non, cette frontière-là entre la réalité puis la fiction, peut-être justement chez les générations montantes, cette frontière-là est peut-être plus ou mieux assumée, je dirais. C'est vrai que chez les plus vieux, en tout cas chez mes parents, c'est sûr que c'est moins bien vu. Là. Il y a vraiment une frontière, puis la réalité, même la télé-réalité, pour eux autres, c'était plus de la réalité. Puis, il y a une critique franche entre la réalité, c'est ce que je touche, puis la fiction, c'est ce que je touche pas, alors que il me semble que les frontières sont plus souples, puis mieux à assumer, en tout cas, chez la génération montante. Vas-y, Fred, t'allais ajouter? Ouais, moi, sur le métavers, il y a des questions qui se posent, je dirais, qui sont ethnographiques puis sociologiques, là. Tu sais, puis infrastructurelles. Puis là, je vais en parler vite, là, mais le modèle économique du métavers, pour commencer avec celui-là, qu'est-ce que c'est, tu sais? Comment est-ce qu'on génère une plus-value dans le métavers? Il en parlait un petit peu, il disait, par exemple, on voit ça avec, il y a le jeu vidéo, là, où est-ce que tout le monde se tire dessus, là? Je sais pas, Call of Duty ou... Non, mais dans lequel tu peux acheter des vêtements. Fortnite, c'est ça, merci. Tu peux acheter des vêtements, mais je suis pas un pro, là, mais les gars jouent. Moi non plus, là, mais c'est ça. Mais dans Fortnite, tu peux acheter des vêtements, tu peux acheter du matériel qui n'existe pas, en fait. C'est un jeu gratuit, puis c'est le jeu qui a fait le plus de profit au monde. Là. C'est ça, c'est ça. Il y a aussi Roblox, là. On pourrait avancer là-dessus. Il y a des super bons podcasts amis qui ont fait de quoi là-dessus. Bref. Ouais. Mais tu sais, dans le cas de Fortnite, c'est quoi le type d'économie qu'on va retrouver? Par exemple, une économie dans laquelle ton billet pour aller voir un show est en NFT, par exemple. Puis en fait, c'est un numéro hexadécimal X, mais qui n'existe pas dans la réalité, mais qui t'appartient. Puis c'est ça qui a de la valeur, si on veut. Fait que c'est une économie qui est basée sur des produits qui n'ont pas d'existence réelle, qui sont déposés sur un serveur sous forme de code, puis qui dépend, somme toute, qui n'ajoute rien, là, puis qui dépend, somme toute, de qui est prêt à payer plus cher pour le produit. Ça ressemble vaguement un peu à ce qu'on reproche souvent à la blockchain, ce genre de choses-là. Oui, les bitcoins, c'est ça. Oui, c'est ça, qui ressemble un peu à une espèce de trip pyramidal où il n'y a rien qui est produit, c'est pas assis sur une valeur réelle.
c'est pas comme une compagnie qui produit quelque chose, qu'on peut mesurer la valeur, qu'on peut mesurer combien ça coûte à faire, Oui, combien ça coûte à en transformé produire, en etc. once d'or. Là. Il Oui, n'y a rien c'est de ça. concret. Il n'y a pas de concret là-dedans, ce qui fait que c'est une économie qui est complètement qui est sandboxée, qui est sous le contrôle de ceux qui vont faire je m'excuse de l'anglicisme, mais du gatekeeping, c'est-à-dire ceux qui vont te vendre le temps de calcul, de la puissance de calcul, bref, peu importe quel acteur, mais on pense imaginant évidemment à Meta, puis à Amazon, puis à Azure, puis etc., dans lequel il va se créer une espèce d'économie parallèle qui dépend juste de qui est prêt à payer pourquoi, sans jamais qu'il y ait une production réelle d'autre qu'un coût environnemental puis social important. Juste ça devrait déjà susciter... moi, en tout cas, en ce qui me concerne, ça tempère vraiment beaucoup mon enthousiasme par rapport à ça. Ça veut dire aussi une activité qui dépend de ton accès. Fait que tu as une nouvelle fracture numérique. Fait que c'est pas juste une question d'avoir accès, évidemment, à ce qui te permet d'être en contact avec ce monde-là. Mais après ça, il va y avoir aussi une question de qui va faire quelle expérience du monde. Par exemple, moi, avec mon salaire de prof, je peux peut-être me payer une bonne paire de lunettes, des bonnes manettes haptiques, mais j'ai peut-être pas les moyens pour me payer le saut haptique. Ça veut dire que ton accès au métavers puis à l'espèce de... Qui veut se payer un saut? Qui veut se payer un saut haptique? Puis qui a les moyens de se le payer, ce saut haptique-là? Ouais. Si on imagine le métavers comme un environnement dans lequel il va y avoir des nouvelles... Il parlait de affordance, là, des nouvelles possibilités ou des nouveaux types de libertés qui vont être développés, donc des nouvelles opportunités pour développer quelque chose, d'affaires ou autre chose, une valeur ajoutée quelconque. Ça veut dire que ça va être très, très inégal, tout dépendant où tu te trouves, quel accès tu as au réseau, quel équipement tu as accès, genre de choses-là. Juste ça, sur le plan social, si on se projette dans 30 ans, là, c'est déjà étrange à imaginer comme type de monde ce que ça représente. Ça veut dire que ceux qui ont les moyens de se payer un accès au métavers vont être très favorisés par rapport à d'autres qui n'auront pas les moyens de se le payer. Puis ça, donc, accroissement des inégalités. Ça, il y a quelque chose là-dedans que je trouve particulier. Ensuite de ça, quand on parle de métavers, c'est une économie qui n'est pas... On appelle ça méta, mais c'est pas méta pour vrai. Là. Il y a une infrastructure physique en arrière de ça, là, qui est d'ailleurs très dépensière. Fait que c'est pas vrai que c'est du métavers. C'est autre chose, une simulation de la réalité. Puis c'est une simulation qui a un coût. Fait que là, c'est de savoir que dans 30 ans... Des vrais coûts. Oui, des vrais coûts. C'est-à-dire, dans 30 ans, ça va être quoi vraiment l'intérêt pour une société de payer pour les externalités environnementales, par exemple, d'un système qui ne produit pas de richesse réelle. Non, c'est ça. Puis c'est ce qu'on reproche, entre autres, les bitcoins puis tout ça. C'est de faire tourner. Il y en a qui vont faire tourner des processeurs pendant des siècles. Mais il y a un coût environnemental, il y a un coût énergétique qui est associé à ça. Faire rouler un métavers. Là. Ça va ressembler à quoi? Puis même si on dit que ça va être une nouvelle société, une nouvelle ère de la société de l'information, donc que la connaissance va créer des nouvelles connaissances qui vont se transformer en valeur ajoutée par quelconque espèce de réflexion magique, là, ou je ne sais pas trop, là. Même là, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Ça va être quel type de connaissances? Des connaissances ou des nouveaux savoirs, des nouvelles libertés qui vont être à la remorque des technologies reliées au métavers? Ou est-ce que ça va être quelque chose qui va vraiment permettre une forme de créativité et d'innovation? Puis ça, même Harold en parlait, tu sais. Oui. On va être dans un environnement qui est sandboxé, c'est-à-dire où est-ce que les usages sont déterminés par comment on a conçu l'utilisation. Oui, d'où l'importance des premiers à les concevoir. C'est pas pour rien que c'est ça. Les grands financiers investissent là-dedans et veulent être les premiers là, pour mettre le pied dans la place, là, asseoir le territoire, dans la construction même, là, s'inscrire. Là. Exact. Puis ça, c'est juste pour l'économie du métavers telle qu'on l'imagine dans 30 ans, mais j'ai plein d'autres questions que je pourrais soulever par rapport à ça. Mais dans 30 ans, c'est ça. C'était la discussion que j'avais avec Harold, puis il se projetait dans 30 ans. C'est ça, on le voit là que c'est un portrait enthousiasmant, un peu, j'allais dire un peu naïf, là, mais c'est une belle naïveté, mais je dirais, je vais le dire comme ça pour pas le choquer. Mais ça, en même temps, ce que je disais, c'est que pour atteindre cet Everest-là, pour reprendre l'image proposée par Claude, ça prend quelqu'un qui y rêve, ça prend des personnes qui y rêvent. Faut voir à quoi ils rêvent. Je pense que c'est pour ça qu'il faut les interroger. Puis ce qui est intéressant pour Harold, lui, il a commencé à y rêver quand il jouait à des jeux vidéo, justement. C'est pas un hasard non plus. Il jouait à Tony Hawk, je pense. C'est un jeu de planche à rouler, skateboard. On dit pas ça, planche à rouler. Juste des vieux comme moi qui disent ça.
Puis il se faisait son skate park. Puis donc un jeune homme qui se met à rêver au métavers. Puis même si c'est naïf, ça prend quand même des personnes pour rêver ça. Là. À quoi pourrait ressembler idéalement? Puis même si on ne se rend pas là, même s'il y a vraiment plusieurs critiques, on y arrivera un peu plus tard qu'on peut adresser au métavers, ça prend quand même des personnes pour y rêver. Donc moi, c'est ce que j'ai retenu de mon entrevue avec Harold. J'aimerais retourner sur les thèmes. Donc, on va laisser tomber l'enregistrement avec Harold, puis revenir sur les thèmes, parce qu'on est à la conclusion de notre triptyque. Il y avait des thèmes que j'avais abordés avec... un thème, entre autres, que j'avais abordé avec Claude, puis j'aimerais y revenir avec toi, David. C'était la place de l'intelligence artificielle dans la construction de ce métavers. J'ai posé plusieurs questions à Harold, puis en même temps, je suis resté un peu sur ma faim. Là. Peux-tu m'aider à cerner c'est quoi exactement, où l'intelligence artificielle est nécessaire pour créer ce métavers-là? Ben, de ma compréhension, tout ça, du peu de recherche que j'ai fait, puis tout, puis de comment je vois ça dans ma tête, je pense pas que l'IA est nécessaire, plus qu'elle va être utilisée pour augmenter encore, comme, briser les frontières. C'est beaucoup comme ça que je l'ai vu de mes quelques lectures. C'est que, par exemple, on le sait, il y a une barrière linguistique qui va nécessairement être là. Quand on est physiquement en place, j'ai pas de médium qui peut me permettre de faire de la traduction automatique en utilisant plutôt peut-être une application, mon téléphone, puis il y a comme une espèce de délai, parce que le médium ne supporte pas bien ce genre d'outil-là. Par contre, en version 100% numérique, on peut très bien imaginer que entre moi et mon micro, je parle physiquement, mais mon micro, après ça, est capable de le changer dans une autre langue de manière automatique pour que l'autre entende dans sa langue. Un peu comme dans Star Trek, ça, c'est vraiment très tricky comme exemple. Là. On se parle, on ne se connaît pas, on n'a pas la même face, on vient d'univers différents, mais on se parle. Que toi, automatiquement, cette espèce de ce médium-là numérique permet de supporter beaucoup plus facilement ou intuitivement, plutôt, je dirais, parce que pas nécessairement une tâche facile, mais plus intuitivement, ce genre de traduction-là automatique ou ce genre d'utilisation de l'IA. Est-ce que par contre, c'est nécessaire d'avoir ça pour faire vivre ce genre d'environnement-là? Non, c'est pas nécessairement nécessaire. Du moins, moi, j'ai pas vu rien qui me disait que c'était nécessaire, mais ça peut très bien supporter des très belles valeurs ajoutées pour les utilisateurs. D'après ça, quel genre d'autres choses qu'il pourrait avoir? Est-ce qu'on peut imaginer... Comme Claude, là, la discussion que j'avais avec Claude, ça va te mettre sûrement sur quelques pistes. Claude, il y avait l'image d'un iceberg. OK? Donc, l'Everest, l'iceberg, on avait plein d'images. Il y avait l'iceberg, c'est-à-dire que la partie pointue, celle qui est la plus visible, peut-être même pour l'utilisateur, là, c'est l'AI pour participer à la simulation. Donc, simuler l'environnement physique, les interactions avec des fausses personnes, des NPG, le rendu graphique, l'animation graphique. Donc, tout ça, là, c'était la pointe de l'iceberg. Puis, la partie sous l'eau de l'iceberg, là, donc la grosse partie, pour reprendre la métaphore, c'est la cueillette de données, l'analyse des données, l'archivage, le traitement, la réutilisation, un peu là, comme dans notre épisode 2 avec Philippe Després, là, où la gestion de ces méga données-là. Donc, l'intelligence artificielle, il y a voyé dans ces deux sphères-là, puis moi, j'ai retenu ça comme image. Moi, je vois peut-être pas une frontière claire que c'est nécessaire d'avoir ça. Par exemple, mettons, là, actuellement, des jeux vidéo, ils utilisent des environnements qui sont générés. Est-ce que ces environnements-là ont besoin d'IA? Non, pas du tout. C'est des gens, des designers qui les font. Est-ce que l'IA peut permettre d'accélérer ça? Peut-être, maybe, je suis pas un expert dans ce secteur-là. Est-ce qu'on a besoin, par contre, de générer du contenu qui serait personnalisé sur un utilisateur? Genre, j'aime mieux telle couleur, donc on va générer ça. Mais encore là, j'ai pas l'impression que l'utilisation de l'IA est nécessaire pour arriver à ce résultat-là. On peut très bien juste voir un système de règles. Si l'utilisateur aime le mauve, je fais une image qui est mauve. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup plus compliqué que ça. Après ça, ce qu'on veut augmenter, puis que ça soit plus autonome, puis générer du nouveau contenu qui soit généré par exemple par un processus génératif comme un GAN ou des choses comme ça qui est un type d'algorithme qui permet de faire ça, oui, l'IA pourrait être utilisée pour ça. Est-ce que ça serait pertinent? Puis c'est quoi la valeur ajoutée de ça par rapport aux efforts nécessaires pour se rendre là? Moi, de prime abord, ça me semble juste l'exemple des jeux excessif. vidéo.
sais, l'exemple des On n'a jeux pas vidéo, on besoin les voit, là, d'y... tu sais, est-ce qu'il y a vraiment des gros moteurs? Est-ce qu'il y a vraiment de l'intelligence artificielle qui est injectée là-dedans ou c'est juste Ben, de la programmation c'est déjà assez sophistiquée? difficile Mais d'avoir un GPU pour sortir des graphiques. Si en plus, tu as besoin d'un GPU pour générer tes graphiques, générer ton mapping de. Hey, là, ça devient très complexe. Ça me semble être trop complexe pour qu'est-ce que ça a comme valeur ajoutée. Moi, de mon c'est point peut-être de la vue. technologie qui n'est pas encore là. Si tu augmentes la capacité de tes GPU-là, puis il peut gérer en même temps tes tes Oui. graphismes, puis en même temps le comportement de tes NPG, puis en même temps il génère des Mais NPG, ça peut puis pas être un système embarqué. Ça peut pas être un système qui est physiquement sur toi. Il faut que ce soit un système qui est décentralisé, qui est ailleurs, ben, qui c'est va ça qu'il faire ça et qui expliquait, va là. te... C'est ça, C'est ça que qu'il t'as pas le expliquait le choix. décentralisé. C'est-à-dire que quand il disait tes lunettes, tu n'as pas ton processeur dans ta lunette. T'sais, il est ailleurs, c'est des gros processeurs, puis après ça, l'information, il faut qu'elle transige rapidement, peut-être pas à la vitesse de la lumière, on ne se Mais rendra pas là, là. moi, Là. ce que je me pose plus comme question, c'est en tant que société, est-ce que c'est vraiment un choix d'allocation de ressources qu'on trouve intelligent et pertinent? Moi, je me permets de dire non. Je pense pas que c'est une bonne allocation de ressources personnellement. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres problèmes qu'on peut s'attaquer avant de dire, hey, on va faire une décentralisation pour juste générer des belles images qui vont être personnelles pour toi. Je sais pas, moi, ça m'intéresse pas, ça m'excite pas. Personnellement, là, je suis juste très pragmatique dans ça. Oui, pour arriver à ça, si on voudrait faire ça, il faut que ce soit décentralisé. Selon moi, c'est nécessaire. L'un ne va pas aller sans l'autre. Il faut que le processus de décentralisation soit assez rapide pour qu'il n'y ait pas de lag. Il y a beaucoup de contraintes techniques, mais oui, ça prend ça. Là, après ça, pour tout ce qui est le traitement d'information, ben, je ne sais pas c'est Ouais. quoi l'information qu'on vise de collecter, Mais un peu comme mais tu sais, Facebook, puis ces grands médias sociaux-là, ils collectent de l'information à propos de nous autres. Donc, ça aide à vendre, ça aide à faire toutes sortes de choses. est-ce Est-ce que qu'on je a vais besoin d'intelligence ajouter... artificielle pour faire cette activité-là? Est-ce que ça peut la pimper? Comment? Dans quelle mesure? C'est sûr que ça peut la pimper. Tu peux toujours pimper avec ça, mais si, mettons, on se ramène à... C'est quoi le type d'information qu'on voit qui peut être générée? Facebook, mettons, dans les systèmes qu'ils ont, ils ont un système, par exemple, d'identification des personnes automatique puis de la classification d'images, parce que les gens déposent des images. Est-ce que dans une réalité comme ça, on va déposer du contenu? Peut-être, peut-être pas. Si on n'en dépose pas, moins pertinent. Si on en dépose, oui. Ça existe déjà. Il n'y a pas nécessairement de nouveauté. Ça risque d'utiliser juste des nouveaux systèmes qui existent déjà pour faire ces processus-là. Après ça, est-ce que on pourrait traiter, mettons, moi je pense que ça va beaucoup être sur la parole, à moins qu'il y ait des chats, là, je suis pas au courant si on vise d'avoir un chat, mais si c'est une parole, oui, la parole va être traitée, mais par exemple, la traduction, c'est quoi le genre de contenu qui est dit, est-ce qu'il y a de la censure qui s'impose aussi, est-ce qu'on veut censurer, qu'est-ce que je dis, que justement empêcher le cyberbullying, que je me mette à insulter quelqu'un, ça coupe tout de suite automatiquement mon message, ça, oui, l'IA va être très pertinent parce qu'il faut un processing extrêmement rapide, puis faut comprendre le contexte parce qu'il y a beaucoup de slang. Ça, c'est nécessaire que ça va prendre l'IA pour ce genre de traitement-là. Mais si C'est-tu on déjà veut utilisé faire sur les réseaux sociaux, ce genre d'application-là en AI pour essayer et de ça bloquer des commence, contenus qui, avant même qu'ils fassent des c'est un problème dommages? difficile. C'est un problème très difficile en fait parce que faut que ça se fasse très vite. Il y a beaucoup de faux positifs. Non, je vous excuse, faux négatifs. C'est-à-dire que faut tout noter les textes qui sont vraiment des exemples positifs de bullying. Puis c'est là le problème. C'est que des fois, tu as des exemples de bullying qui ne sont pas identifiés comme quelque chose qui est un exemple positif. Fait que là, ça part, puis c'est très, très, très difficile, puis il y a un gros débalancement de données. Dans toute la quantité de contenu qui est généré, c'est pas juste du bullying. Donc, c'est pas un 50-50. C'est plus comme 0,01%, puis tout le reste qui est des exemples qui sont corrects de comportement. Ben, qu'on juge normal en tant que société dans un pays X, là, parce que ça peut changer entre chaque pays. Mais oui, il y a des gros travaux qui sont faits là-dessus, en recherche. Personnellement, ça fait mon projet de recherche, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Fait que oui, ça se fait, mais avant qu'on soit à quelque chose que... Mettons, dans 30 ans, on se dit dans 30 ans, probablement que c'est un problème qui pourrait être résolu, ou du moins mieux résolu qu'actuellement. J'ai pas de la misère à croire ça. Mais là, sur la voie, je pourrais pas dire que ça se fait. Présentement, on le fait plus sur le texte, mais ça va être pareil, parce que c'est avec les accents qui vont être un autre problème. Il y a d'autres problèmes qui rentrent, mais c'est surtout les slangs, les termes, les acronymes, qui est vraiment là le problème le plus difficile à capturer pour ce genre de système-là Donc, d'apprentissage. Donc, ça existe déjà un peu, puis le métavers, c'est comme ça que je le vois, là, c'est-à-dire que ça deviendrait plus intense, plus sophistiqué, à plus large échelle, plus rapide. Je pense que c'est plus Il y a ça. un autre point que je vois peut-être, Ouais. la publicité.
Parce que qui dit ce genre d'outil-là dit vouloir générer des revenus. Ben On oui. pourrait probablement générer de la publicité de manière très créative, très personnalisée. Là, on fait de la personnalité ciblée où est-ce qu'on dit ce thème-là est pour toi, mais on pourrait peut-être même te le représenter visuellement. Tu sais, il y a comme d'autres trucs qu'on pourrait aller chercher qui là est peut-être pas peut-être moins du deep learning, mais qui pourrait être du deep learning, mais peut-être plus classique, là, tu sais, finalement, là, où est-ce qu'on va juste dire, hey, on pense que ce système-là est bon pour toi, puis de l'analytique, finalement, qu'on appelle, mais qui s'imbrique dans toute cette grosse sphère-là. Ça, définitivement, moi, être ce genre de personne qui a un projet aussi ambitieux, je veux penser à faire de l'argent, ça serait une méthode que je fais. Je te pose la publicité personnalisée dans ta face, en hologramme Dans ta face en 3D, puis je regarde tes yeux, voir s'ils regardent la pub ou pas. Puis Exactement, parce que là, là, tu as une belle vois les combinaison nouvelles. optique. On va voir si ton cœur bat la chamade lorsque tu vois cette... Oh, ça l'ouvre de nouvelles possibilités, puis ça l'ouvre à revoir les frontières de ma vie personnelle, là, et de mes... Bon, c'est terminé, là. Bon, ben c'est ça. Ça Acceptez-vous fait... qu'on utilise vos données pour vous fournir des produits personnalisés. C'est ça. Ça, tu sais, Bon. on a besoin de produits personnalisés, voyons. On sait tous qu'on a besoin de ça, là. C'est très facile, là, de savoir qu'on a besoin de ça quand on a un gun sur la tente par des grands organismes comme ça, là. Ben oui. Ben, moi, c'est une des questions que je me posais avec le métavers, en fait. C'est ça résout quel problème exactement? bonne C'est question. quoi le. C'est une solution à quoi? Tu sais, je vois bien, il y a plein de cas d'utilisation, là, tu sais, par exemple en éducation, en onboarding, pour des applications industrielles, je comprends tout ça. Mais sinon, socialement, là, ça vise à résoudre quel problème? je comprends ta question, mais Tu sais, je y a- tu y a- sais, je suis pas sûr qu'on crée seulement des choses aussi pour résoudre des problèmes. Tu sais. Ben, d'habitude, si on conçoit un outil, c'est parce qu'on imagine que ça va répondre à un besoin quelconque qui est réel, tu sais, qu'il y a un problème. Là, j'ai l'impression qu'on est plus en train de, avec le métavers, de penser à quelque chose qui est une nouvelle vitrine, un genre de nouveau centre d'achat, un centre de divertissement, bien plus on va résoudre quelque chose. Tu sais, par exemple, je sais pas. Mais tu sais, je vois pas en quoi est-ce qu'on en a besoin d'avance, puis je vois pas en quoi est-ce que ça représente un Everest qu'on a envie de grimper. Tu sais, à ce compte-là, je vais vouloir grimper un vrai Everest. Je sais pas si tu vois ce que... Tu sais, il y a comme le... Ouais, il faut que ça te donne envie. Là. C'est pour ça que je disais, je pense qu'on n'est peut-être pas la bonne clientèle. Mais c'est sûr que comme on le dépeint, ça donne pas envie d'atteindre le sommet de l'Everest. Il faut peut-être voir une version peut-être plus idéalisée de ce que pourrait devenir le métavers pour vraiment pouvoir désirer ce métavers-là. Parce que c'est sûr que si on en dépeint un portrait qui est navrant, là, un peu comme le portrait ben, ça donne pas envie pantoute d'aller en haut du sommet. Là. Non, puis ça, c'est une bonne question parce que tu es dans t'es dans le devrait, dans le pourrait, dans ce qu'on veut, mais ça, dans ce qu'on voudrait. Mais ça, c'est des questions qui sont d'abord sociales, politiques, économiques. C'est pas des questions qui sont d'avance technologique, là. Tu sais, c'est qu'est-ce qu'on veut comme monde, dans quel monde on veut habiter. Tu sais, tantôt, je disais, le métavers, moi, je trouve qu'il soulève des questions ethnographiques intéressantes. Quand on est passé, par exemple, du travail en atelier au travail d'usine, puis qu'au travail d'usine, on est tombé plus dans la mécanisation avec les phases d'industrialisation, puis que tranquillement, pas vite, ben, on a déplacé, on avait moins d'emplois disponibles dans les usines, ça fait qu'on a déplacé un certain nombre de travailleurs vers l'économie du service qui, elle, est en train de se créer, de se déployer puis de croître. Ben, on a soudainement créé aussi des nouveaux espaces. On a créé soudainement la notion de bureau. On a établi des grandes tours à bureaux. On a créé des bureaucraties, etc., etc. Après ça, il est venu l'ordinateur de bureau. Puis là, l'ordinateur de bureau, il a fallu qu'on le mette à quelque part. Fait qu'il a fallu qu'on crée une pièce pour mettre notre ordinateur à quelque part. Puis là, ben, la chambre à coucher est devenue tranquillement pas vite là où on plaçait l'écran d'ordinateur puis la machine elle-même. Puis autour de ça, s'est développé toute une façon de reconcevoir les espaces de bureau, mais aussi les espaces personnels. Tu sais, Harold en parlait à un moment donné. Il va y avoir une pièce réservée au métavers dans les maisons. Ouais. Bien là, cette pièce-là réservée au métavers, là, elle va être habillée comment? Elle va modifier comment nos habitations, nos demeures, quel genre de... Tu sais, dans le réel puis dans le concret, ça va être quoi les impacts de ça ou ce serait quoi les impacts de ça sur notre société? Est-ce qu'on peut les anticiper puis est-ce qu'on les veut? On veut-tu une pièce vide dans laquelle on peut projeter un monde? Moi, l'image que j'ai, c'est le holodeck. Là, deux références à Star Trek aujourd'hui. Je m'en viens pas pire. Puis moi, j'en veux une salle comme ça. Ouais. Oui, puis dans Star Trek, c'était fait pour faire quoi?
Divertissement. Divertissement. Ouais. Divertissement C'est expérientiel. un divertissement sans danger, hyper clientéliste. Oups, c'est un petit peu stressant, tu sais. On tire la plug. Ordinateur, tire la plug. Oui, puis un épisode fameux où l'ordinateur déraille puis te piège dans le métavers. Oui, puis ça. Bon, Bon, j'irai peut-être pas jusque-là, là, mais c'est ça. Il y a de quoi dans les promesses du métavers qui, en tout cas, moi, personnellement, m'appelle pas. Mais tu sais, je comprends pourquoi c'est intéressant. Là. Comme professeur, peut-être que j'aurais apprécié donner des cours dans le métavers, peut-être plus que sur Zoom dans mon sous-sol, mettons. Tu sais. Oui, c'est vrai que ça pourrait être le fun de trouver déjà des applications qui ressemblent à ça en enseignement. On s'en va vers une conclusion, mais avant de conclure, j'aimerais qu'on fasse l'effort d'essayer de lister nos principales craintes. Donc, pas juste principales craintes et principaux espoirs. Tu sais, on va essayer de finir quand même avec une note d'espoir. Si vous aviez à lister vos principales craintes à l'endroit du métavers, on en parle, là, mais si on se fait une liste, ça ressemblerait à quoi? Qu'est-ce qu'on craint le plus? Pour ma part, en tout cas, Vas-y, Fred. puis je vais me permettre de citer l'économiste en chef de Google, je pense qu'il est encore économiste en chef chez Google, qui est Al Varian. Dans un article de 2010 puis en 2016 aussi, Al Varian imagine un monde dans lequel toutes les interactions deviennent des transactions médiatisées, si on veut, ou en tout cas dans lequel il y a une médiation entre systèmes informatiques. Autrement dit, c'est l'ensemble de nos transactions réelles, de nos interactions, serait à quelque part consigné dans une énorme architecture interreliée, donc dans une grosse bureaucratie numérique ou informatique, si on veut, qui permettrait de faire un certain nombre de choses, réimaginer des contrats, faire des tests à coût presque nul, bref, créer des espèces de laboratoires dans lesquels on peut tester un produit, puis quand ça ne fonctionne pas, tirer la plug, etc. Modifier une économie qui est fondée sur la rareté vers une économie qui est fondée sur l'abondance, puis ce genre de choses-là, donc sur une forme de dématérialisation aussi. Puis c'est comme ça qu'ils imaginent l'avenir. Mais avec le Metaverse, moi, ce que je vois, c'est ça. Fait que je crains pas les histoires de complot, puis je crains pas d'être pris dans le Metaverse. En fait, je suis pas convaincu encore que les gens vont se tirer vers le Metaverse autrement que dans une formule de divertissement ou d'apprentissage ou ce genre de choses-là. Fait que, les expériences, je pense qu'ils vont être quand même relativement limitées. Sauf que je pense que ça nous habitue à réfléchir le monde comme des transactions. D'un point de vue purement fonctionnaliste, où toutes les transactions, tout est transactionnel, tout est mesuré. Tout ultimement, même ce que tu ne mesures pas, ce que tu ne vois pas, à la fin, il y a une transaction, c'est transformé en économie. C'est ce qu'on sent déjà un peu sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on sent déjà. C'est-tu vrai? C'est une approche. J'écoute ça, mais ça donne du clic, ça donne de la pub, ça donne... C'est ça, on est tout le temps dans la segmentation, on est tout le temps dans le clientélisme, mais à tour de bras. Puis le clientélisme, moi-même, j'en profite puis j'apprécie, mais il y a quelque chose qui fait qu'on commence à avoir de la difficulté à critiquer le clientélisme. Est-ce que c'est une bonne chose socialement? Est-ce qu'on veut allouer justement des ressources à vraiment pousser ce clientélisme-là le plus loin qu'on peut? Puis quand j'entends parler de Metaverse, mais quand j'entends parler de Web 3 aussi, c'est la chose qui vient aussi, c'est on est vraiment en train de pousser vers des modèles où tout est transactionnel tout le temps. Ça, moi, c'est quelque chose qui m'interroge. C'est intéressant. Tout éventuellement deviendrait transaction. C'est vrai que ça fait pas rêver du tout. David, toi, c'est quoi que tu crains quand tu entends le mot métavers? Là? C'est pour ça là, que tu veux pas trop lire sur le métavers? Ça te fait peur? C'est quoi tes craintes? Là? Non, mais c'est intéressant ce que vous venez de discuter. Là. Vraiment. C'est une belle vision. Là. Je pense qu'effectivement, j'avais pas vu ça comme ça. Mais moi, ce qui me fait plus craindre, c'est vraiment plus l'espèce d'intrusion dans la vie personnelle qui de moins en moins les barrières vont être existantes. Là. Même, je pense que d'autres trucs aussi sont beaucoup dans cette ligne-là. Autant que je suis très content de faire du télétravail ou d'avoir une vie plus numérique à distance, parce que ça me permet de faire une distance de 3 mètres entre chez moi et mon bureau, là, finalement, plutôt que 30 minutes de déplacement. Mais des fois, je pense que ça devient très difficile de créer des frontières, des limitations entre le travail, la vie personnelle ou les différentes activités qui je pense, permet d'avoir un certain équilibre et une scène. Puis là, je pense que si en plus on ajoute, est-ce que tu peux te projeter dans une espèce de monde virtuel,
j'ai plus des craintes, en fait, sur vers quoi La qu'on perte se de dirige. repères, la perte de frontières. Exactement, la perte des capacités aussi sociales, que d'autres choses aussi vont avoir l'impact. Là. Je critique là le métavers, mais il y a d'autres trucs aussi qui vont peut-être même précipiter vers ce genre de choses-là. Donc, je crois pas non plus que tout le monde va se pitcher là-dessus actuellement comme si c'était le Saint Graal puis que tout le monde allait vivre là-dedans, mais je pense que on est même en droit de se questionner sur c'est quoi les impacts que ça peut avoir. Puis cette expérience-là est pas menée par, disons, dans un but collectif, elle est menée par une entreprise avec des objectifs financiers puis capitalistes, on peut dire. Donc, c'est un peu ce côté-là, moi, qui me fait un petit peu plus Ça revient, hein. Ça revient. mettre le frein. Moi, j'avais fait une recension, en fait, à force d'en discuter puis de lire, parce que je me prépare pour ces podcasts-là, puis je m'étais préparé une liste des contre-arguments ou des craintes, puis je vais vous en donner quelques-unes, puis vous allez voir qu'on les a pas mal abordées, ou sinon, je vous invite à réagir. Ce qu'on craignait, c'est les conséquences environnementales. Donc, tu sais, sont pas évidentes à voir au début, mais pourtant, elles sont vraiment là. C'est des gros serveurs, c'est des gros... Qu'est-ce qu'on va faire, Claude disait, qu'est-ce qu'on va faire avec ces casques-là après ça, quand tout le monde va en avoir un? Quel genre on a de la misère à récupérer nos cellulaires, des casques comme ça. En tout cas, il y avait déjà un coût environnemental important, des fermes de serveurs, des dépenses énergétiques là, incommensurables. Donc, impact environnemental, ça, c'était une des premières craintes. Une autre crainte, c'était le modèle socio-économique là, de type Facebook. Là. Donc, ça, c'est sûr que rapidement, il est associé au métavers, c'est-à-dire que la donnée, c'est déjà existant en ce moment. Là. La donnée, c'est du pétrole, puis on récolte, puis on pompe le pétrole, puis on récolte le pétrole, puis tout ça à l'aide là, d'algorithmes savants, puis à la fin, ben, avec ces données-là, on vend de la pub. Donc, ce modèle-là, là, il est déjà associé, entre autres, parce que Meta s'est lancé là-dedans. Donc, les critiques qu'on adresse déjà à Facebook, on les adresse aussi au métavers. Donc, on craint aussi le monopole économique. Donc, que des gros acteurs, c'est déjà ce qui se passe, mais pourquoi pas dans le métavers, que des gros acteurs s'approprient déjà le métavers, puis l'instrumentalisent là, pour devenir encore plus gros, peut-être. On crée le Far Web, donc économie virtuelle, ça a été abordé aussi par Fred. Donc, redistribution des richesses du monde réel qui s'appuie sur quelque chose de réel vers un monde virtuel qui, là, la richesse est générée, mais s'appuie sur pas grand-chose. Les autres craintes, le trouble schizoïde, c'est comme ça que je l'ai pris en note. Puis ça, c'est revenu dans le discours aussi de David, là, la difficulté à tracer les frontières entre la fiction et la réalité. Ça, c'est vraiment dans le métavers, ça revient souvent dans les critiques. On va être pris dans un monde, on ne saura plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce que le vrai, qu'est-ce que le réel. Ça fait partie des C'est déjà un peu réflexions ça intéressantes. avec les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, des fois, c'est déjà difficile de tracer qu'est-ce qui est réel et non. Puis on n'est même pas dans quelque chose qui est projeté, puis tu peux consommer de manière encore plus haut niveau, là. Oui, c'est une discussion que j'ai constamment avec mes garçons plus jeunes maintenant, sont bien formés. Puis les compétences requises pour rester critique et être capable de différencier, par exemple, la vraie de la fausse nouvelle deviennent de plus en plus complexes. Ah oui, si tu ajoutes du à deepfake obtenir. là-dedans, Fait que, puis du deepfake projeté devant tes yeux dans un univers immersif, à un moment donné. Hey, les echo chambers de ça, là. Les echo chambers dans un monde comme ça doit être quelque chose. Des gens qui sont convaincus, mais qui sont Parce qu'ils convaincus peuvent se craquer un à côté de l'autre, là. Oui, c'est vrai. Dans tous les sens, là, je parle pas juste, c'est tous les mouvements, là, c'est juste, je pense, la polarisation, on peut amener ça à un autre niveau, là. Vraiment. Parmi les autres craintes, on craignait la perte de l'intimité, de la vie personnelle. Donc, on les a faites un peu, là. On est observé, puis on collecte de l'information sur nous. Hyper-centralisation de l'activité numérique dans une seule entité. Ça revient un petit peu à nos GAFAM là, qui gobent tout. Donc, hyper-centralisation, tout deviendrait centralisé dans un... Est-ce qu'on veut vraiment que toutes nos activités soient centralisées et contrôlées par un seul joueur qui serait
qui serait Meta. Je ne sais pas. Donc ça, c'était les critiques. Le positif maintenant, si vous vous mettez un peu à vous aussi rêver, ou disons que dans l'idéal, si on pouvait transformer cet outil-là en quelque chose de le fun, ça ressemblerait à quoi? Le holodeck. Le holodeck. Mais à part le holodeck, Mais moi, c'est dans- c'est Ben, en ce peut-être. qui me concerne, moi, ce qui me manque souvent avec ce genre de technologie-là, c'est qu'on me fasse une démonstration, en fait, que ça va socialement contribuer à améliorer le sort du plus grand nombre. Tu sais, si on regarde, par exemple, Facebook, tu sais, ou l'accès à Internet, je pense qu'on peut admettre que ça a contribué à un essor important sur plein d'indicateurs. Si on pense à Facebook, je pense que ça contribue d'une certaine façon aussi à répondre à quelque chose, même si là, on commence à voir depuis un certain bout de temps qu'il y a des problèmes sociaux importants qui découlent de ça. Puis là, on est pris avec l'outil. Mais là, avec le métavers, moi, ça serait un peu ça. OK, est-ce que ça va améliorer les conditions de vie ou de travail des gens? Si oui, qui? De quelle façon? Est-ce que ça va vraiment résoudre un problème ou est-ce que ça va ajouter plus de besoins encore, tu sais, créer des nouveaux besoins? Est-ce que ça va nous permettre d'avoir une meilleure vie démocratique, par exemple? Est-ce que ça va nous permettre de développer des compétences critiques nécessaires? Est-ce que ça va nous donner de nouveaux forums? Est-ce que ça va rejoindre plusieurs populations différentes? Est-ce que ça va contribuer à l'avancement des droits de la diversité, des droits de... tu sais, Oui, est-ce que ça est-ce contribue que au ça bien contribue à commun, là? quelque chose, là, ou est-ce Mhm. que c'est juste encore une autre bébelle? Oui, donc s'assurer que ça contribue au bien commun. Puis tu fais le parallèle avec les... Je pense qu'il y a un parallèle, puis je l'avais fait aussi avec dans l'épisode 1 avec Claude et Sylvain sur les débuts, je dirais, de l'Internet. C'était ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plein de critiques, là. Puis ça fait longtemps que ça existe, Internet, puis il y a toutes sortes de travers qui sont liés à l'Internet. Mais au départ, le World Wide Web, le but, c'était un peu ça, là. C'est-à-dire de créer un monde partagé, gratuit, où on pourrait communiquer entre nous, collectif, collaboratif. Bon, c'était l'idée de départ. Puis malgré nos critiques, on peut dire qu'il y a un peu de ça qui reste, là. Oui, oui. Donc, si j'avais à rêver au métavers, je dirais que ça pourrait ressembler aussi à ça. Donc, un métavers qui contribue au bien commun avec ce que tu as dit, avec une discussion qui restera là. C'est quoi le bien commun, puis qu'est-ce qu'on veut injecter dedans, mais qui pourrait aussi être décentralisé, accomplir peut-être ce rêve-là là, de créer un vrai monde. Euh, je le dis, puis j'ai des doutes. J'ai des doutes sur ce que je dis, là, mais idéalement, tu l'as dit tantôt, ce qui devrait devenir ou ce qui pourrait devenir, puis ce qui risque de devenir, je le vois bien qu'il y a une différence. Mais il pourrait aussi devenir un univers où c'est plus collaboratif, où on partage, où on discute à savoir à quoi pourrait servir le métavers, puis le mettre au service du bien commun, tout ça. Puis je le dis, puis j'ai de la misère à le dire parce que je le vois bien que la direction là, qui est prise en ce moment, c'est pas exactement dans cette direction-là, là. Pas exactement ça. C'est ça. Puis surtout que le métavers, si le méta, en fait, je fais une différence entre méta et le métavers, là, mais si la technologie métavers est poussée par une compagnie qui s'appelle Meta, qu'on connaît parce qu'elle a manipulé, elle a été utilisée pour manipuler des élections puis des votes, qu'elle prend les données, qu'elle fait des utilisations déraisonnables de nos données, etc., qu'elle contribue à la polarisation. Mm. En tout cas, On j'ai peut pas j'ai des doutes. on peut pas fermer les yeux Non, là-dessus, là. non, Faut non. pas être naïf à ce sujet-là. Toi, David, tu Je rêves-tu pense que vous avez des déjà fois au dit pas mal métavers? tout ce que je pense. J'ai pas vraiment rien d'autre à ajouter que ça. Que peut-être, c'est sûr qu'on l'a déjà dit un peu au début aussi. C'est sûr que d'un point de vue gaming, c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais est-ce que ça vaut la peine de se lancer là-dedans? C'est une bonne question. J'apprécie déjà mes expériences de jeu. Est-ce que d'avoir une expérience de jeu encore plus augmentée sur un environnement 100% immersif, c'est vraiment ce que je cherche? Ben, je sais pas. Je pense que je trace la ligne un petit peu avant. L'avez-vous testé les jeux en réalité virtuelle, augmentée, tout ça? Avez-vous testé ça? Oui.
Puis, Ben, avez-vous acheté un casque? non, moi je trouve ça limité déjà, là, mais c'est ça. Ouais. C'est ça. J'aurais pu poser juste cette question-là. Au lieu d'un triptyque, avez-vous acheté un casque? Puis, ça aurait peut-être pu être ça. D'autres choses à ajouter, Fred et David? Non, pas Ben, pour moi. Moi, si jamais on fait un épisode sur la blockchain, par exemple, puis le Web3, j'aimerais ça qu'on parle de décentralisation. C'est un mot qui commence à devenir pas pire buzz, là, et qui fait un hype. D'un point de vue de l'ingénierie ou du génie, je comprends que des systèmes décentralisés, ça a des avantages. Là. Tantôt, David en parlait. Mais il y a aussi la décentralisation comme quelque chose de politique, là, comme quelque chose qui a une valeur. Puis ça, moi, je ne suis pas convaincu encore. Fait que si jamais il y a un autre épisode puis qu'il y a un Web3 qui est décentralisé, il faudrait qu'on m'explique pourquoi c'est bon que ce soit décentralisé. OK, je prends ça en note. Le Web 3, décentralisation. Puis je t'appelle. Puis on se fait Excellent. J'ai bien hâte. un autre épisode. Bon, merci à vous. C'est tout. Passionnant. Premier voyage dans le métavers que je m'empresse de refermer avant qu'il nous bouffe. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à mes collaborateurs. Donc aujourd'hui, David et Fred. Merci à vous deux. Merci aussi à Eve qui nous a aidé à préparer tout ça. On a eu des belles conversations. Merci aussi à Sylvain, Claude qui nous ont aidés avec nos premières réflexions sur le métavers. Je ne sais pas ce que je ferais sans mes précieux collaborateurs, collaboratrices. Merci à vous, gang. Dans les prochains épisodes, nous allons quitter le métavers pour revenir sur Terre. Terre à terre, très terre à terre, en fait, très proche de la réalité, trop proche peut-être de la réalité. Nous allons aborder les enjeux éthiques et juridiques associés et sociaux associés aux applications militaires. Ça tombe bien. Les applications militaires en AI. Donc, c'est le programme là, qu'on vous a réservé pour les 2 prochains épisodes. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Dia Café. Jean-François Sénéchal. On se voit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.